Voilà, et je lance alors le webinaire. Voilà. Donc voilà, au niveau du sommaire en fait, de ce webinaire, après l'introduction, nous replacerons le programme de subvention dans le contexte actuel en présentant les enjeux et les objectifs en lien avec celui-ci. Ensuite, il y aura une brève présentation du programme de subvention. Et ensuite, nous donnerons la parole à Fabien Losange, architecte à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui va nous présenter l'outil de valorisation de l'état du bâtiment, qui est un des documents que vous serez amenés à compléter dans le cadre de la candidature. Et en fin de présentation, nous répondrons aux questions posées dans le fil de discussion. Je vais d'abord essayer de régler un léger problème au niveau de l'enregistrement, je pense. Attendez, je suis désolée pour cette interruption. Ok. Donc, en plus des canaux de communication habituels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce webinaire en fait s'inscrit dans une série de séances informations qui sont organisées par notre département. Et donc, il y a déjà eu 4 séances de sensibilisation au PIE en présentiel qui ont eu lieu en avril 2023 dans les différents CODIEC et qui étaient à l'attention des PO, de manière à annoncer l'arrivée du PIE. Et le 15 juin, un webinaire a été organisé à l'attention des PO et des personnes de référence dans les écoles afin d'exposer les caractéristiques du programme de subvention faisant suite à la publication de la circulaire le 5 juin. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui s'adresse plus précisément aux auteurs de projets désignés par les PO dans le cadre de ce programme. Et donc, il existe des canaux de communication donc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont ouverts au public, donc une partie sur leur site web, ainsi que l'extranet du CEGEC qui est accessible uniquement aux PO ou aux référents des écoles et sur lesquels se trouve une page dédiée au PIE. Et c'est pour ça que nous avons créé une équipe Teams à l'attention des auteurs de projets. Donc, vous faites normalement partie, on vous a inscrit, afin de créer une interface en fait, entre notre équipe, donc le département des infrastructures scolaires et les auteurs de projets. Et cette équipe Teams a pour but en fait, de mettre à votre disposition, donc dans l'onglet fichiers, les documents utiles à l'appel à projet, le lien vers le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vers les pages web qui sont dédiées au programme PIE. Nous envisageons en fait, de privilégier ce canal pour vous transmettre les informations utiles. Et aussi, les questions pourront être posées par vous dans la discussion de manière à alimenter alors une fois vos questions qui sera à disposition de tous. Si vous n'êtes pas donc inscrit sur cette équipe, nous vous invitons à nous envoyer un email à l'adresse infrastructure@cegec.be. Nous vous demandons de préciser votre nom, votre fonction, par exemple architecte, et l'école pour laquelle vous êtes désigné comme auteur de projet. Je passe la parole maintenant à Marie van der Meulen pour la suite. Voilà, alors tout d'abord, un bref rappel des enjeux et objectifs en lien avec le PIE. Alors, le PIE fait suite au chantier des bâtiments scolaires, donc l'étude organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et ayant rassemblé des experts et acteurs des différents réseaux. Le rapport clé que vous connaissez peut-être en est la synthèse. Le PIE s'appuie sur les recommandations de ce rapport clé, dont, entre autres, relever les enjeux liés à la transition énergétique et environnementale, adapter les locaux au pacte pour un enseignement d'excellence,
s'inscrire dans une démarche de mutualisation d'espaces et ou de collaboration interréseau, installer des systèmes de chauffage décarbonés, limiter la bétonisation et favoriser la verdurisation et répondre aux exigences de la connectivité. Alors, nous allons aborder ici le mécanisme du PIE. Nous n'allons pas rentrer dans les détails car l'objectif principal de ce webinaire du jour est bien de vous présenter, grâce à l'intervention de Fabien Losange, l'outil de valorisation du bâtiment. Et pour rappel, la circulaire et ses annexes sont accessibles dans l'équipe Teams, dans l'onglet Fichiers. Donc, la première chose à faire, si vous ne l'avez pas encore faite, c'est dès que vous êtes désigné, est de consulter l'ensemble de ces documents. Je m'interromps une seconde pour admettre les personnes dans la file d'attente. Voilà. Donc, le programme d'investissement exceptionnel vise les travaux de rénovation d'un ou de plusieurs bâtiments, en ce compris éventuellement une augmentation de la surface bâtie, donc une démolition, reconstruction du bâtiment concerné peut être envisagée, mais la priorité est donnée aux rénovations. Une des premières conditions d'accès au programme est d'intervenir sur minimum 35% de l'enveloppe du bâtiment. Et dès qu'on atteint 65%, qui est le second palier, alors les travaux relatifs au système, donc système de chauffage, de production électrique, système de ventilation, de climatisation, peuvent également être subventionnés. Pour le calcul de ces pourcentages, donc l'atteinte de ces paliers 35 et 65%, on peut tenir compte de certains travaux sur l'enveloppe réalisée depuis 2010. Il est possible d'envisager une augmentation de la surface bâtie dans la limite des maxima des normes physiques et financières. Si vous souhaitez intervenir en rénovation sur des bâtiments non contigus de la même implantation ou pour des implantations différentes, eh bien, le PO devra alors déposer plusieurs candidatures. Mais en ce qui concerne la définition du bâtiment ainsi que les combinaisons possibles, je vous invite largement à revoir le webinaire du 15 juin, car Fabien Losange a fait une généreuse présentation de toutes ces combinaisons possibles. Alors, les paliers de 35 et 65% que l'on vient d'évoquer concernent des travaux d'économie d'énergie, mais d'autres travaux visant à mettre le bâtiment en conformité d'un point de vue de son usage scolaire, mais aussi d'un point de vue de sa sécurité ou autre, sont également possibles et même valorisés dans l'outil de valorisation qui va être détaillé et présenté par Fabien Losange. Donc, le but de ce programme d'investissement est vraiment de remettre les bâtiments en état d'une manière globale. Nous vous invitons à être ambitieux dans les rénovations, de manière à remettre l'infrastructure en état dans les limites, évidemment, de la capacité financière du PO. Donc, pour citer un exemple parmi d'autres, en rénovant l'enveloppe du bâtiment, on peut créer une extension pour abriter des fonctions manquantes sur l'implantation. Voilà, je passe la parole à ma collègue Yukiko Van Wessem. Bonjour à tous. Donc, pour le calcul de la subvention, il faut savoir que les différentes étapes d'une demande au PIE sont la candidature, le stade projet, le stade du marché attribué et le stade de la liquidation et du décompte final.
Les candidatures doivent être introduites sur la plateforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles avant le 20 octobre. Attention, cette plateforme n'est pas encore disponible. La candidature devra contenir une estimation des travaux par postes globaux établie sur base d'une première esquisse ou avant-projet des travaux. Cette estimation doit être la plus précise possible tout en respectant les maximums de la norme financière, car la subvention octroyée pour le projet sera calculée à partir de cette estimation. Au stade du dossier du marché attribué, si le montant des travaux dépasse le montant de l'estimation, le subside sera calculé sur la base de cette dernière, augmentée au maximum de 10%. Donc voilà, il y a une marge de 10%, mais pas plus. L'ordre des interventions sur le bâtiment doit respecter l'outil OCRE, donc c'est outil de chronologie de rénovation énergétique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un outil déterminant la chronologie des travaux, donc ordre dans lequel les travaux doivent être réalisés. S'il existe un outil énergétique pour le bâtiment, vous pouvez déroger à OCRE pour suivre les recommandations de cet outil. Alors, les priorisations sont divisées en 3 items. L'outil de valorisation de l'état du bâtiment, le fait d'avoir été touché par les inondations de 2021 et le fait de disposer d'un audit énergétique au moment de la candidature. Lors du dépôt des candidatures sur la plateforme, un autoscore provisoire est généré par l'addition des points obtenus sur base des critères de priorisation. Et ces candidatures qui seront vérifiées par l'administration seront analysées et il pourrait y avoir une révision à la baisse, jamais à la hausse, de l'autoscore provisoire. L'outil de valorisation de l'état du bâtiment sera expliqué plus en détail par Fabien Losange dans un instant. On voici déjà la structure. Donc, une première partie qui évalue l'espace disponible sur l'implantation. Je dis bien l'implantation, sur base d'un calcul de surface de l'implantation par rapport à la norme physique et sur base des fonctions absentes ou défaillantes. Et une deuxième partie évalue l'état du bâtiment d'un point de vue technique et en rapport avec l'aspect énergétique des parois de ce bâtiment. Alors attention, cet outil de valorisation doit obligatoirement être complété par un professionnel et cet outil sert au calcul du pourcentage d'intervention sur l'enveloppe du bâtiment pour vérifier que les 35 ou 65% de surface déperceptive sont rénovées, sachant, comme on l'a déjà dit, qu'on tient compte dans ce calcul des interventions sur l'enveloppe à partir de 2010. Donc à présent, je passe la parole à Fabien Losange qui va vous détailler cet outil. Donc Fabien, je t'invite à activer ton micro. Voilà. Tu sais quitter ton diaporama, comme ça je lance le fichier. Oui. Eh ben, je peux le faire. Voilà. On voit bien à l'écran. Bonjour à tout le monde. Donc, l'outil de valorisation de l'état du bâtiment, donc effectivement, est à remplir dans chacune des candidatures, au minimum pour ce qui concerne le pourcentage de rénovation des parois. Il se présente comme un fichier Excel avec 2 onglets principaux. Le premier qui est le bilan énergétique, qui est en gros basé sur un calcul de niveau K. Et un deuxième onglet principal qui est l'onglet qui va permettre de valoriser et de prioriser la candidature. Une règle de base, ce sont les cellules bleues qu'il faut remplir. Toutes les autres sont des calculs automatiques avec des cellules qui se reportent d'onglet en onglet pour obtenir les résultats finaux. Il vous est demandé de remplir les références du bâtiment, le nom de l'auteur du projet et sa qualification, en tout cas la personne qui encode le fichier, la date d'encodage. Et ensuite,
vous allez devoir procéder à la répartition des superficies de déperdition de chacune des parois du bâtiment qui est concerné par la candidature, en utilisant chacune des parois type reprises ici. Les 4 premières sont obligatoires parce que chaque bâtiment a au moins des fenêtres, des portes, des murs et des toitures. Pour les planchers, on sait que c'est plus complexe parce qu'on peut être sur le sol, sur cave, sur vide ventilé, en tout cas sur des ambiances différentes. Et donc là, c'est évidemment au choix en fonction du type de bâtiment. Une précaution de base, enfin une information de base, c'est qu'il n'est pas possible d'ajouter des lignes. Donc ce sont les différentes lignes qui sont encodées ici, sont des lignes qui sont types, qui proviennent de l'outil de calcul K, donc c'est quelque chose qui est assez connu. Si vous avez davantage de parois que le nombre qui est répercuté, par exemple ici en toiture, si vous avez plus que 2 parois différentes, donc plus de 2 types de toitures différentes, eh bien, il y a lieu de remplir les 2 majoritaires ou la majoritaire, à savoir que la paroi qui représente plus de 50%, si on en a 2, peut être la paroi de référence. Et si on en a plusieurs, eh bien, on fait le calcul de ce qui est le plus représentatif sur le bâtiment, à ce détail près qu'il faut remplir au cumul des 2 lignes la totalité des parois de tout le bâtiment. Donc, ici, par exemple, eh bien, si je voulais garder uniquement les 289 mètres carrés avec la valeur de 0,60 et supprimer cette ligne-ci, eh bien, je devrais cumuler les 289 avec les 165. Et donc, je pourrais faire ça et supprimer cette ligne-là. Et donc, je prends la valeur d'isolation de la paroi la plus représentative et je lui applique l'entièreté des superficies de la paroi de toiture du bâtiment concerné. Donc, c'est au choix. L'entièreté des parois qui ferment le volume, donc y compris les mitoyens, y compris les parois vers le sol ou vers des locaux non chauffés, l'entièreté de ces parois doit être rentrée parce qu'on a un total de parois ici qui sera le total sur lequel on va calculer les exigences de 35 ou de 65% de rénovation, en tout cas d'amélioration de la performance énergétique de 35 ou 65%. Au niveau des valeurs U renseignées, soit vous avez un audit ou un calcul précis de chacune de ces parois, auquel cas vous pouvez remplir les valeurs types. Sinon, on a ajouté un petit onglet ici qui vous permet de retrouver les valeurs par défaut de parois existantes, comme des murs pleins de 29 ou 39 cm de briques, par exemple, ou des planchers inoccupés ou avec 6 cm de laine. Donc, on peut utiliser ces valeurs par défaut ou mettre des valeurs qui ont été calculées précisément sur base du bâtiment candidat. Une fois que ces 2 colonnes sont remplies, on a évidemment tous les calculs de déperdition qui se font. Et en colonne J, on a les déperditions relatives par paroi et la déperdition, la somme des déperditions totales du bâtiment candidat qui est ici. Et dans la colonne K, on a le pourcentage de déperdition que cette paroi représente par rapport à l'ensemble, donc de celle-ci par rapport au total ici. Vous voyez que sur la droite, on a des données qui sont renvoyées automatiquement vers l'onglet qui servira à la priorisation, donc cet onglet de valorisation, et qui reprend les 5 types, donc les portes et fenêtres, les murs extérieurs, les toitures, les sols et les parois vers des locaux non chauffés ou vers le sol. Ce sont les 5 types de parois qui sont reprises dans la valorisation pour la priorisation finale du dossier. Et donc, on regroupe certaines parois, comme ici, les fenêtres et les portes, et on cumule le pourcentage. Donc, au total des fenêtres et des portes, par exemple, j'ai ici 21% de déperdition relative pour cette paroi par rapport à l'ensemble des déperditions et une surface de 185 mètres carrés qui est le cumul des portes et fenêtres. Ceci donc est répercuté dans l'onglet de valorisation et servira à la priorisation. On le verra un petit peu plus tard. Donc, le calcul se fait automatiquement pour chacune des parois pour autant que le fichier soit rempli. Ensuite, on vous demande de remplir le volume protégé du bâtiment qui nous servira à sortir la valeur du niveau K
251 ici, ce qui démontre un très beau potentiel d'amélioration de performance énergétique de ce bâtiment candidat. Le volume n'a pas d'incidence sur la priorisation, mais il permet d'atteindre ce niveau de calcul K pour la deuxième partie en fait, de cet onglet qui concerne le bilan énergétique du bâtiment. On précise bien que c'est une première approximation. Ce document est issu du site Énergie Plus de la région Wallonne et donc qui permet de donner un premier diagnostic énergétique du bâtiment dans le cas où vous ne faites pas appel à un auditeur pour réaliser l'audit général du bâtiment ou de l'implantation. On vous demande ici de remplir la commune dans laquelle est situé le projet, ce qui va sortir les conditions de température et de degrés jour. La durée de chauffe est standardisée sur l'ensemble des écoles, comme la typologie des bâtiments. Donc les règles de base du bâtiment ont été neutralisées pour tous les bâtiments pour avoir quelque chose de semblable. Au niveau du renouvellement d'air, on vous demande de choisir entre les trois possibilités qu'on retrouve ici. Donc, est-ce que c'est un bâtiment passif? Sans doute non. Est-ce que l'étanchéité à l'air est moyenne ou c'est un bâtiment qui est ancien? Et donc, vous choisissez en fonction une des trois valeurs, la présence d'un récupérateur de chaleur, si c'est le cas. Et ceci, en fait, ces données vont, donc le niveau K et les données qu'on vient de remplir, vont permettre de donner une approximation de la puissance de la chaudière du bâtiment concerné par la candidature. Bon, ici, c'est totalement fictif. C'est un encodage, évidemment, pour la démonstration. En fin de compte, on vous demande le rendement d'exploitation de l'installation de chauffage en prenant pour base les données standardisées qui sont ici. Donc, est-ce que c'est une installation de plus de 20 ans, de moins de 20 ans ou une nouvelle installation? À nouveau, vous avez le déroulant qui vous permet de choisir ceci. Et ça vous donne un premier bilan. Et donc, avant même d'avoir un audit, en fait, ça permet de mettre le focus sur les gros points d'attention du bâtiment. Et dans le cas présent, on se rend compte que les murs et les pertes de chauffage sont les deux points d'attention principaux. Ça permet donc, dans un premier temps, de vous situer par rapport au bâtiment et par rapport à sa rénovation. Donc, ceci n'apporte pas de point de priorisation, n'influe aucunement sur celle-ci, mais vient vous apporter une première approximation, une aide à l'établissement de votre projet. Donc, une fois qu'on a rempli tout ça, on a rempli donc la première partie de cet outil. On passe donc à l'onglet de valorisation. Pareil, on remplit toutes les fenêtres qui sont ici, pour lesquelles on a un petit menu déroulant. Toutes les autres sont bloquées. Une règle de base, la sélection d'une valeur 0 ne valide pas le critère, la sélection d'une valeur 1 valide le critère. Bon, quand on a le déroulant, on a à chaque fois le choix entre les deux. Comme on l'a vu précédemment dans le slide de présentation, on a deux aspects. Un, les espaces disponibles sur l'implantation. Donc, on a un premier chapitre qui concerne l'implantation scolaire dans lequel est situé le bâtiment candidat. Et ensuite, on a un chapitre qui concerne l'état du bâtiment concerné par le projet. Donc, vraiment le bâtiment qui fait l'objet de la candidature. Si on regarde dans un premier temps la partie espace disponible, on a un premier élément qui concerne la surface de l'implantation, conformément à l'arrêté du 6 février 2014, donc l'arrêté norme. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande de calculer, en fonction de la population scolaire et de tous les critères de l'arrêté norme, la surface normative de l'implantation concernée. Et donc, quelle est la surface maximale auquel vous avez droit dans le cadre de l'implantation scolaire? Et ensuite, on vous demande de décrire ce qui existe réellement. Donc, quelle est la surface normative que l'on peut constater sur l'implantation scolaire, selon qu'elle soit sous condition de droit réel. Et donc, on a des petits commentaires d'aide qui sont ici. Donc, sous condition de droit réel, c'est forcément propriétaire, sous SPAPS ou sous bail emphytéotique, ou alors hors condition de droit réel. Et donc là, on vise tout ce qui est bâtiments loués, tels que des pavillons temporaires, donc modulaires, ou des bâtiments en dur qui sont loués. Pourquoi cette différence? Parce qu'on considère que ce qui est dans la colonne E représente
un espèce de degré de précarité de l'implantation parce que le pouvoir organisateur n'a aucune possibilité d'améliorer cette partie-là vu qu'elle est louée et qu'il ne s'est pas engagé de travaux de manière pérenne et que le bail pourrait se terminer à tout moment si le propriétaire ne veut plus louer à l'école. Donc, en encodant ces différentes données, on va calculer ici des ratios qui vont permettre d'octroyer les points de priorisation, par exemple ici 3,71. Donc ça, c'est le premier critère. Il n'y a aucun jugement par rapport à ceci. Donc même en cas de dépassement de la norme, de la surface normative, on sait que certaines implantations perdent des élèves et que les surfaces de bâtiments sont plus importantes que ce à quoi ils ont droit actuellement. Donc voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est simplement que ça permet de donner des points de priorisation quand on est dans une situation qui est délicate. Donc par exemple, quand la surface réelle hors condition de droit réel tend à être plus importante que celle qui est sous condition de droit réel. On passe ensuite aux fonctions absentes ou défaillantes sur l'implantation. Alors, cette partie-là octroie des points de priorisation en fonction de ce qui se passe vraiment sur l'implantation. On a identifié quelques fonctions qui paraissent importantes dans chacune des implantations. Alors, certaines sont pour l'entièreté de tous les niveaux d'enseignement, certaines sont uniquement pour l'enseignement supérieur. Et donc, on vise les réfectoires, en ce compris les espaces cafétéria, les blocs sanitaires, les salles de prof ou de réunion, les salles d'éducation physique ou de psychomotricité, les bureaux de direction, les auditoires, les salles d'études et les salles de cours pratiques spécifiques pour le supérieur. Alors, pour chacune, on a, en règle générale, dans la première colonne, le fait, est-ce qu'on dispose ou pas de ce type de fonctions sur l'implantation. Et par la suite, on vous demande est-ce qu'elles sont conformes à des normes, pas de rigueur, parce qu'en général, sauf pour la salle d'éducation physique qui, elle, est normée, pour le reste, en fait, il n'y a pas de normes spécifiques, ce sont plutôt des recommandations, des bases de référence qu'on explicite dans les petits commentaires. Et donc, on vous demande si on a un réfectoire, par exemple, est-ce qu'il répond au moins aux conditions qui sont mises dans le commentaire, oui ou non. Et par exemple, ici, on a un réfectoire qui n'est pas conforme à la recommandation qu'on met ici en critère. Et on envisage, dans le projet, de créer un nouveau réfectoire, ce qui permet l'obtention des 2,46 points. C'est important de se rendre compte que la première partie ici, donc les colonnes C à J, représentent la situation existante, qui permettent de calculer un nombre de points de priorisation potentiels, mais ces points de priorisation potentiels ne seront activés qu'à partir du moment où on prévoit dans le projet de remédier au problème. Et donc, dans ce cas-ci, de créer un réfectoire de dimension appropriée avec, le cas échéant, une cuisine annexée si le critère avait été coché. Donc, si je ne le fais pas, eh bien, je perds évidemment mes points de priorisation. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une situation existante à valoriser et une situation projet qui permet la priorisation. Vous avez donc le même genre de questions pour les blocs sanitaires, pour les salles de professeurs, les salles d'éducation physique, bureau de direction. Tout ceci est expliqué, donc les conditions sont expliquées. Je ne pense pas qu'il faut passer le temps de les passer tout en revue ici. Il faut savoir qu'il existe également un vademecum qui explique par le détail l'entièreté de chacune des fonctions, des critères spécifiques. Donc, on explique pourquoi ce critère-là et qu'est-ce qu'il permet d'obtenir comme point. Donc, le fait de valoriser et d'activer la priorisation en spécifiant qu'on tient compte de cette fonction dans le nouveau projet permet d'obtenir des points. Donc, on voit un score intermédiaire ici de 4,46 et de 3,71 ici, qui nous donne 3,40. Pourquoi? Parce que le score du chapitre 1 est ramené sur 15. Donc, on divise ces points sur le total qu'il est possible d'obtenir et on le multiplie par 15. La raison de faire cette proportionnelle est de dire qu'on met moins d'importance sur le chapitre 1 qui concerne l'implantation que sur le chapitre 2 qui concerne clairement le bâtiment qui est candidat et qui va subir les travaux. Passons donc à ce chapitre 2
qui concerne bien le bâtiment candidat, donc bâtiment concerné par le projet de rénovation ou de démolition-reconstruction. À nouveau, la situation existante, colonne de C à L, et le projet. Les techniques sont le premier chapitre qui est envisagé pour le bâtiment. On envisage le chauffage, le chaude sanitaire, la connectivité, la ventilation, l'électricité et l'incendie. Les deux premiers sont évidemment des points assez importants et donc ils bénéficient de critères assez spécifiques, tandis qu'à partir de la connectivité, ce sont des critères beaucoup plus binaires, oui, non, et qui permettent d'obtenir des priorisations dans le cas où les activations sont positives. Pour les deux premiers, donc au départ, le chauffage, on vous demande le nombre de générateurs de chaleur qui est concerné dans le bâtiment à rénover ou à démolir, reconstruire. Et donc, ce sont bien le nombre de chaudières qui alimentent ce bâtiment. Et évidemment, les chaudières ne doivent pas forcément être dans le bâtiment candidat. Hein. Donc, elles peuvent être dans une chaufferie qui est séparée, distincte du bâtiment candidat. Mais on vous demande combien il y en a. En fonction, on vous demande l'âge moyen ou l'âge du générateur s'il n'y en a que un. C'est le cas dans l'exemple qui est montré ici. Ensuite, on vise la régulation, et donc l'absence éventuelle d'un programmateur horaire, d'une sonde de température extérieure ou de vanne thermostatique pour minimum 50% des émetteurs. Vous allez voir que cette balise de 50% se retrouve à plusieurs endroits à partir de maintenant. On considère en fait que la défaillance de ce type d'équipement ou des problèmes constatés est valorisable à partir du moment où elle impacte au moins 50% du problème. Donc, ici, on a activé certaines mesures. Au niveau du combustible, on vise aussi 50% du total en chauffage. Est-ce qu'il est décarboné ou est-ce qu'il est carboné? Ce qui donne l'obtention d'un score. Score si on n'a qu'une chaudière ou un générateur. Score si on en a plusieurs. Et on active en fonction de ce qui est prévu dans le projet. Donc, le projet permettra-t-il le remplacement de l'installation intégrant une régulation moderne et un combustible décarboné? On va répondre oui ici. Et vous voyez que, malgré tout, on n'a pas de point de priorisation. Et en fait, on a un petit message qui s'allume ici, qui spécifie que la priorisation de ce critère s'activera le cas échéant si le pourcentage de rénovation des parois est bien supérieur à 65%. Ce qui veut dire que, en l'état actuel de la version de présentation ici, le pourcentage de rénovation n'est pas supérieur à 65% et donc on n'active pas les points ici, ce qui veut dire que vous allez pouvoir envisager de remplacer votre chaudière, mais il n'y a pas de point de priorisation et par-dessous, en fin de fichier ici, on le verra tout à l'heure, on vous dira qu'en fait, vous ne pouvez pas remplacer votre chaufferie parce que vous n'atteignez pas ce 65%. Mais donc, on a la balise qui se met automatiquement et donc qui empêche même de simuler des points. Ensuite, on envisage l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, elle s'envisage à partir du moment où on est un gros demandeur en eau chaude sanitaire, c'est-à-dire des douches de vestiaires, des internats, des cuisines collectives, et donc globalement où on a un ballon d'eau chaude qui est conséquent, et donc où on a une vraie dépense en énergie liée à l'eau chaude sanitaire. Une école classique qui n'a pas de ce type d'équipement ne consomme pour ainsi dire rien en eau chaude sanitaire, et donc ne rentre pas dans le cadre de ce critère. Donc, il faut être un gros demandeur en eau chaude sanitaire et avoir plus de 50% des points de puisage d'eau chaude sanitaire qui sont installés dans le bâtiment. Donc, il ne faut pas simplement avoir des douches de vestiaire, il faut encore que les douches de vestiaire, au moins 50% de celles-ci, soient installées dans le bâtiment qui est candidat. Vous activez les différents critères. Si on a un remplacement, vous activez le 1 ici. Ensuite, on l'a dit précédemment, les différentes techniques ici sont totalement binaires. On active et ça permet d'obtenir toute une série de points de priorisation qui, pour le coup, ici, sont des points, par exemple, 3,7 qui seront repris intégralement dans le score total ici. Ensuite, on passe aux parois du bâtiment concerné par le projet. Et vous voyez là que les différentes surfaces qu'on a calculées tout à l'heure dans le premier onglet ont bien été répercutées, de même que les pourcentages de déperdition thermique.
Globalement, les formules sont expliquées dans le vade-mecum, mais entre donc, la surface et le pourcentage de déperdition thermique, vous avez des critères de valorisation qui octroient des points qui sont multipliés par ce pourcentage. Et vous aurez tout de suite compris qu'au plus ce pourcentage sera élevé, au plus les scores de vétusté seraient importants. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des portes et fenêtres ici, on a une surface de 185 mètres carrés au total. Est-ce que les fenêtres sont équipées de simples vitrages sur minimum 50% de la surface? Oui. Problème d'étanchéité à l'air, à l'eau. Donc ici, les trois critères sont valorisés. On a un coefficient de déperdition thermique de 21%, un potentiel de 3,35 comme score de vétusté. Et en situation projetée, on vous demande, le projet permettra-t-il le remplacement des châssis du bâtiment? Oui, non, mais à combien de pourcents? Et donc ici, vous avez le déroulant qui vous permet de choisir le pourcentage. Dans le cas présent, on remplace 100% et donc on a 100% du score de vétusté. On précise bien que c'est y compris les châssis déjà remplacés après 2010. Et donc, on peut imaginer ici, dans le 100%, que vous avez 40% de châssis qui étaient déjà remplacés et que le projet permet de remplacer les 60% restants. Dans ce cas, on applique 100%. Si par contre, aucun châssis ne sont remplacés, mais qu'on va remplacer 60% de ces châssis, eh bien, on indique 60% et on a donc le score de 2,01 qui est 60% des 3,35. Je vais remettre les 100% pour l'exemple. On fait donc cet encodage pour chacune des parois. Les planchers, les murs, les toitures, on a une spécificité de parois préfabriquées, donc typiquement des modules préfabriqués, des bâtiments RTG, qui ont été fabriqués en atelier et montés sur place. Donc, c'est vraiment le principe principal du module préfabriqué. On spécifie avant 2010 ou après 2010. Pourquoi 2010? Simplement parce que la PEB rentre en vigueur en 2010. Et donc, après 2010, on considère que les bâtiments qui ont été isolés l'ont été faits sous régime PEB et donc avec un certain contrôle ou une certaine exigence. Pour les parois qui vont suivre, on a globalement la valorisation possible de la présence d'humidité, d'humidité ascensionnelle pour les murs, d'amiante, de stabilité. Voilà pour toutes ces parois. Et pour chacune d'elles, vous activez le pourcentage de rénovation dans la colonne P. On a une petite spécificité aussi concernant les parois intérieures, verticales ou horizontales, pour lesquelles on ne demande pas le mesurage précis. On demande simplement de fixer leur état. Et donc, on va principalement valoriser ici des parois préfabriquées, donc qui vont permettre de donner des points supplémentaires au final, des problèmes de stabilité éventuels, des problèmes d'acoustique au niveau des fonds plafonds, des problèmes d'amiante. Voilà. Donc, ça permet quand même d'aller chercher des points de priorisation supplémentaires au total. On arrive en fin de fichier où on voit qu'on obtient, dans le cas qui est présenté, un autoscore provisoire de priorisation de 15,15 sur 50. Ce n'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais en fait, c'est un score moyen qu'on va pouvoir retrouver. On va tourner en général entre 15 et 25 pour des bâtiments qui sont relativement sains, donc qui n'ont pas de problème majeur d'humidité, de stabilité. Donc, c'est un score qui reste honorable, qui ne permettra peut-être pas d'être en tête de liste, mais il n'est pas impossible d'être priorisé avec un tel score. Vous voyez sur la gauche qu'on a le total des parois de déperdition qu'on retrouvait dans l'onglet bilan énergétique et la surface totale des parois de déperdition rénovées. Celle-ci, elle est calculée en fonction des pourcentages qu'on a encodés dans la colonne P ici, en regard de chacune des parois. Et donc, 80% ici, par exemple, c'est 80% de la surface des murs extérieurs. On constate que dans l'exemple qui est fait ici, on est à 54%. 54%, la candidature est éligible, mais les techniques spéciales ne sont pas autorisées. C'est la raison pour laquelle, en technique, les points de priorisation de la chaufferie, du chauffage, pardon, ne sont pas activés. Si maintenant, on passe à 100% ici,
On arrive toujours à 61. On va aller remplacer 100% des toitures. Là, on passe à 71%. Vous voyez que le score a augmenté également. Et là, la candidature est éligible et le placement et remplacement de tout parti d'installation technique spéciale est autorisé. Vous voyez que la chaufferie bénéficie maintenant de ces points de priorisation. Au niveau de la plateforme d'encodage des candidatures, donc qui arrivera, elle, normalement fin août, vous aurez à remplir l'autoscore provisoire et le pourcentage de rénovation des parois. Il n'est pas impossible que les surfaces soient à répercuter également, mais en tous les cas, ceci et ceci sont les deux données essentielles qui vont permettre d'une part de confirmer l'éligibilité au plan et d'autre part de figer le classement provisoire de la priorisation. Donc voilà l'entièreté du fichier qui est présentée. Le vademecum permet de comprendre certains fonctionnements. Donc, je vous invite à le parcourir et à tester tous les bâtiments candidats avec l'outil pour savoir lequel vous permet d'avoir une priorisation la plus adéquate avec la candidature. Voilà. Nos services sont évidemment à disposition pour aider, tout autant que le CEGEC et les accompagnateurs PO pour aider au remplissage de l'outil et de sa complétude. Voilà, moi j'en ai fini. Oui, Ouais. merci. Arrêtez les partages. Donc, on va peut-être passer aux questions et réponses. J'avais déjà quelques-unes, dont une première pour toi, Fabien. Oui. Donc, si le palier des 35% de l'enveloppe est atteint, mais pas celui des 65%, est-ce que si la rénovation prévoit des systèmes, donc par exemple de chauffage, est-ce qu'on peut imaginer que ceux-ci, dans le cas où la candidature est retenue, seront dans les postes non subventionnables? Donc, est-ce qu'on peut prévoir des systèmes bien qu'on n'atteigne pas 65%? Donc, dans le cadre du plan, on ne peut envisager ces techniques qu'à partir du moment où il y a 65%. C'est une condition d'éligibilité. Et donc, dans le cas, par exemple, du chauffage, si on n'atteint pas les 65%, mais qu'on fait une extension, ça ne concerne pas les radiateurs, ça concerne que la chaudière. On peut quand même mettre des radiateurs dans l'extension, même si on n'atteint pas. Bien sûr. Okay. Ça concerne le bâtiment qui est candidat. Oui, mais... Donc, en fait, la condition d'éligibilité, elle s'applique au bâtiment candidat. Donc, ça veut dire que la rénovation du bâtiment, si elle n'atteint pas les 65%, ne pourra pas envisager les techniques spéciales. Et si c'est une démolition ou reconstruction, ça veut dire qu'on pourra reconstruire, mais sans technique spéciale. Mais donc, si on rajoute un étage à un bâtiment candidat, on peut par exemple prévoir la ventilation de l'étage ajouté, mais pas la ventilation. Mais pas celle du bâtiment candidat. Ouais, c'est un peu tordu. Ouais. J'avais aussi... Maintenant, dans ce cas-là, je te coupe, mais dans ce cas-là, il est fort probable en fait que les 65% seront facilement atteints parce que dans le cadre d'un étage, on a déjà toute la toiture en fait qui est considérée comme rénovée vu qu'on lui ajoute un volume. Oui, mais dans le cas d'une situation urbaine où tu as déjà les deux mitoyens qui sont neutralisés, puisqu'on ne va pas isoler les mitoyens, à moins d'isoler vraiment toutes les parois, le sol, façade avant, et encore à Bruxelles, ce n'est pas possible, façade arrière et le toit, il est peu probable qu'on atteindra 65% dans la plupart des projets. En tout cas, ça va être difficile. Il y a des cas spécifiques maintenant, comme on l'a déjà expliqué. Le PRR envisageait 75% et on a eu des points de blocage, mais de tous les cas qu'on a vus au PRR, 65%, tous les dossiers passaient même urbain. Okay. Alors, il y a toujours des cas particuliers qui feront que ça ne passe pas, mais ils sont relativement rares. En tout cas, les simulations qu'on a fait sur base du PRR où on exigeait 75%, tous ces cas-là auraient été solutionnés si on avait mis la balise à 65%. Et aussi une question concernant l'implantation. Est-ce que tu pourrais préciser, on parle d'implantation de sites dans le même ordre du PPT, ou est-ce que c'est vraiment un numéro phase qui caractérise l'implantation? L'implantation scolaire qui est considérée pour l'outil, c'est simplement la population scolaire et les bâtiments qui
sont concernés par cette population scolaire. Donc, c'est une population scolaire d'un niveau d'enseignement qui est concernée par la candidature. Et tous les bâtiments qui sont occupés par cette population scolaire sont envisagés dans le cadre de… À partir du moment où on part sur les normes et de l'arrêté normes, c'est évidemment ce principe-là qui est… C'est le site. Et en cas de site mixte, fondamental, secondaire et d'un bâtiment qui partage les deux, comme c'est souvent le cas. On va travailler la proportionnelle. Oui, donc ce sera une demande pour les deux sites, pour les deux niveaux d'enseignement. Alors, si les deux niveaux d'enseignement sont rénovés ou démolis, reconstruits, alors c'est une seule demande, mais c'est de toute façon le PO qui demande. Alors, il devra introduire un numéro phase d'implantation concerné, et là, on convient que c'est l'implantation majoritaire qui est introduite. Mais c'est purement administratif, ça n'a pas d'autres conséquences que celle-là. Oui. Une autre question aussi, c'est ici une question sur l'encodage en fait, des parois qui ont été rénovées après 2010. Oui. Et la question, c'était comment devons-nous l'encoder dans le fichier de bilan énergétique afin qu'il intervienne dans le pourcentage global des parois rénovées? Il y a des lignes séparées, donc les parois qui ont été rénovées ont une valeur d'isolation U qui est spécifique. On va remplir celle-là et le reste des parois vont être remplies sur les autres lignes. Donc ça se remplit en fonction des lignes. Maintenant, si on ne dispose pas d'assez de lignes dans le fichier, il faut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voir les parois majoritaires et appliquer les coefficients d'isolation qui sont relatifs. On a bien compris que en fonction du projet qu'on veut établir, plus la valeur d'isolation la valeur U est haute, plus le pourcentage de déperdition par rapport à l'ensemble sera élevé aussi. Et donc, si vous regroupez toutes les parois avec la valeur U, donc si la valeur U de la paroi majoritaire est la plus défavorable et que vous regroupez toutes les parois sur cette valeur U la plus défavorable, vous aurez un pourcentage de déperdition par rapport à l'ensemble des déperditions qui sera plus élevé que si vous détaillez chacune des parois. J'avais une question sur, je vais peut-être lire la question, ce sera plus simple. Comment est valorisé le nombre de générateurs avec une chaufferie commune pour plusieurs bâtiments? Faut-il encoder l'ensemble des chaudières, même si le bâtiment envisagé dans la candidature est de faible ampleur? Alors, c'est ce qui alimente le bâtiment candidat. Donc, effectivement, s'il y a une chaufferie avec 4 chaudières, mais que le bâtiment candidat est plus petit, et donc c'est évidemment pas les 4 chaudières qui alimentent uniquement ce bâtiment, il faut quand même encoder les 4 chaudières. Oui, j'avais une autre question. Oui, une question. Dans le cas de remplacement des chaudières, donc, les chaudières à énergie fossile sont-elles encore admises? Alors, on s'engage, enfin, le pouvoir organisateur s'engage, en tout cas dans le cadre du décret, à les supprimer, donc à envisager le décarboner. Mais il y a des dérogations possibles, donc si ce n'est pas possible techniquement de l'envisager, il y a une dérogation à demander. Et dans ce cas-là, on pousse vers soit le mazout à faible teneur en soufre, soit du gaz, pareil, du gaz vert, pour autant qu'on en trouve. Oui. Y a-t-il une dérogation possible en cas de démolition pour reconstruire sur une autre implantation pour une question d'organisation pédagogique, par exemple? Alors, ce n'est pas une dérogation, c'est autorisé par le décret. La seule condition, c'est de dire qu'on démolit à un endroit et on reconstruit à un autre au bénéfice de l'implantation concernée par le bâtiment démoli. Et donc, en gros, il faut que les élèves suivent le bâtiment. Mais on peut reconstruire à un autre endroit, même géographiquement distinct. Oui. On arrive tout doucement aux des principales questions. D'ailleurs, je ne vois plus. Oui, il y avait des questions pour savoir qui pouvait remplir l'outil de valorisation. Est-ce que ça pouvait être un auditeur ou est-ce que c'était l'architecte? Et quelles étaient les conditions pour pouvoir remplir cet outil, en fait, En fait, donc elles sont détaillées, toutes les qualifications sont détaillées dans le Vademecum, mais pour faire simple, c'est un professionnel qui peut prétendre à un agrément PEB. Oui. Oups. Ici, si des travaux sont prévus sur plusieurs bâtiments d'une même implantation, faut-il rentrer une demande par bâtiment? Oui. Ouais. Alors, enfin,
vous invite à revoir le webinaire de jeudi dernier. Donc, ça dépend si on rénove, si vous rénovez plusieurs bâtiments qui ne sont pas contigus, là, effectivement, ce seront plusieurs candidatures. Si maintenant les bâtiments sont contigus, ça peut faire l'objet d'une seule candidature. Et si maintenant on rénove un bâtiment et qu'on envisage de démolir pour des raisons d'assainissement au bâtiment, ça peut faire l'objet d'une seule candidature aussi. Mais donc, il y a plusieurs cas de figure possibles. Et ça, je pense qu'il faut revisionner le webinaire de jeudi dernier où on a détaillé l'entièreté des cas de figure. Je pense qu'on va arrêter là. Oui. Je pense qu'on va arrêter là avec les questions. En fait, J'avais une précision là, donc au niveau de l'agrément PEB, non, donc on a bien dit pour remplir l'outil, il faut être dans les conditions pour pouvoir prétendre à un agrément PEB, mais il ne faut pas un agrément PEB. Donc c'est un architecte peut évidemment encoder le fichier. Oui. Encore une question alors. Pour le calcul des surfaces de déperdition, peut-on valoriser des travaux d'isolation qui sont projetés à court terme mais non encore réalisés? Non. Donc, ils doivent être réalisés à la date du dépôt de la candidature. Et si par exemple on a un PPT retenu pour isoler une toiture, on ne peut pas la valoriser. Si les travaux ne sont pas finis avant le 20 octobre, on ne peut pas le valoriser pour le premier appel. Et donc, il faut envisager plutôt le deuxième. Si les travaux sont prévus cette année, mais qui se finissent fin de l'année. Donc, le décret dit bien que ça doit être réalisé. Ouais. Et y a-t-il un nombre limité de candidatures par école? Non. Ok. Pas de nombre et pas de plafond. Ça va, d'accord. Je pense qu'on va arrêter là les questions-réponses. Je vais repartager le diaporama. Voilà. Et donc, je voulais faire un dernier point en fait pour présenter les contacts, les personnes avec qui que vous pouvez contacter, donc en cas de question ou pour suivre votre dossier. Il y a tout d'abord les accompagnateurs PO qui sont en fait la première ligne dans les interventions, qui sont là vraiment pour accompagner pas à pas les PO dans les démarches. Ils sont basés dans les Codec. Et donc, pour le Codec du Hainaut, il y a Joël Vanès, pour Bruxelles, Antoine Vast, pour Liège, Vincent Lambert, et pour le Luxembourg, Jean-Marie Gabriel. Et dans le cas du Hainaut, il y a aussi Marc Verkouter qui est là en soutien, ainsi que pour Bruxelles, Laurent Demir. Alors bon, la deuxième ligne, c'est l'ancien SIEC, on va dire département des infrastructures scolaires, avec Guy Laténis, moi-même, donc Sophie Scarcé, Yukiko Van Wessen et Marie Van der Meulen. Et nous, on intervient plus sur des questions précises d'ordre technique, juridique ou administratif, avec comme directeur Luc Collen et comme secrétaire Angélique Duret. Je voulais aussi préciser qu'il y avait Augustin Terrasse, je suis en train de m'attendre, qui nous a aidés dans la réalisation de ce webinaire aussi et que vous pouvez interpeller comme personne ressource. Il est facilitateur URE à la région Wallonne. Et donc, je voulais en tout cas remercier aussi Fabien pour la présentation. Et nous répondrons en fait aux questions restantes donc dans le fil de conversation, ma foi aux questions qui sera mise en ligne au niveau du lien Teams. Voilà. Pour préciser qu'une question va être disponible normalement fin du mois sur le site du SGISS, que la présentation de l'outil, une capsule vidéo va être, donc de la présentation telle que je viens de la faire, va être disponible aussi. Et le fichier de présentation des différents cas de figure sera déposé sous peu aussi sur le site, donc il sera mis à disposition de tous. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci.